Nous, on a vraiment introduit le concept de réalité mixte. Il y a un petit attachement sentimental à ce qu'on fait parce qu'on est vraiment les gars dans un garage face à des mastodontes. Ce qui emmène une équipe, c'est ce que les gens font avec le produit derrière et ça, c'est une satisfaction qui est incroyable. On a vu des partenariats qui partent en sucette. On a géré un partenariat avec Google en millions de dollars qui a fini presque en 100. On a tout vu. Ils sont ingénieurs, entrepreneurs, inventeurs, solitaires ou en équipe. Quel est leur parcours, quelles sont leurs motivations et quel est leur regard sur l'innovation technologique ? Bienvenue dans Innovateur, un long format de monde numérique en audio et en vidéo, consacré à ceux qui font l'innovation technologique. Et mon invité du jour est ingénieur, il est créateur du premier casque de réalité virtuelle, réalité mixte français. Salut Stan Larocque. Bonjour. Stan Larocque, dirigeant de la société Lynx Mixed Reality. Voici ton œuvre, voici ton bébé, je pourrais dire. C'est donc un casque de réalité mixte. Alors, on connaît ce genre de choses, mais c'est vrai que j'ai envie de dire presque la particularité, c'est que c'est une innovation française, celui-ci. Oui, alors c'est une aventure qui a commencé il y a fort longtemps maintenant. La boîte a vraiment commencé en 2019. Et là, le casque que tu as avec toi, c'est le Lynx R1, donc c'est notre V1. Et j'ai pu annoncer fin janvier notre V2, donc à San Francisco, lors d'une super keynote et tout, c'était incroyable. 2 ans de travail et donc pour l'itération sur des casques de réalité mixte qui font en fait l'activité principale de Lynx aujourd'hui. C'est une équipe incroyable, c'est absolument hors norme, tout le chemin parcouru en fait, je réalise pas encore, Ouais. tout ce qui a été fait, mais voilà, on a fait ce produit, on l'a fait, il faut te dire que ça a commencé quand la réalité virtuelle, c'était Oculus qui venait de se faire racheter par Facebook, on savait pas trop encore. Il y avait pas ces histoires de métaverse, il y avait pas ces histoires de Facebook Mmh. Meta, le Vision Pro n'existait pas. Il y avait juste Microsoft qui faisait HoloLens, dans son coin. C'était pas du tout quelque chose de, si sensationnel que ça en fait, Enfin, à ça avait un l'époque. côté quand même un peu curieux, mais c'était C'était vraiment... une curiosité, C'était les balbutiements. les balbutiements, c'était l'industrie du smartphone qui commence à chercher autre chose que le smartphone et Mmh. donc du coup, il y a les drones, les casques, les voitures, tout un tas de choses et donc moi, j'ai commencé en fait, relativement tôt, en fait, c'est toute ma carrière professionnelle, Ouais. Lynx, jusqu'à présent. Et ben voilà, alors justement, on va brosser un peu toute l'histoire. Tu es né en 1994, tu es, originaire de Paris, tu as fait une école d'ingénieur, à Grenoble, très vite tu t'es intéressé à la VR, un peu même avant, je crois, à tout ce qui était interface, graphique. La VR, c'est dès que tu arrêtes tes études, mais avant ça, il y avait eu déjà un premier projet, tu avais lancé une app? J'ai toujours été, créateur, Hein? c'est comme ça que je m'exprime. Vraiment la fabrication, là, c'est la fabrication d'un objet, donc c'est vraiment une consécration, pour moi, mais effectivement, j'ai commencé très tôt à faire du développement d'applications et donc voilà, si vous cherchez de manière lointaine sur internet, vous trouverez que, j'ai fait une application qui s'appelait Tiki Talk, pas Ouais. TikTok, Tiki Talk, avec un gars à Los Angeles, et c'est devenu une appli de rencontre. Enfin, c'était assez chouette, c'était ma première aventure entrepreneuriale. J'avais, 21 ans et après, donc je pensais à l'époque que, j'allais faire des applications et des sites web toute ma vie. Je me suis Mmh. dit: «OK, voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est ce qui est intéressant» et lors d'un projet étudiant, donc toujours en école, en dernière année, j'ai eu pour un projet, l'opportunité de travailler avec un casque de VR, l'Oculus DK2, qui était un des premiers dev kits d'Oculus que l'école avait acheté et j'ai dit: «Bah tiens, je vais essayer quelque chose de nouveau». Donc je l'ai eu dans les mains, pour un projet étudiant et je me suis dit tout de suite: «Ce truc, ça fait partie du futur, il faut que je Mmh. trouve un moyen de bosser là-dedans». D'accord. Tout de suite et en le mettant sur la tête, Le coup de foudre pour la VR. le coup de foudre pour la VR, c'est juste incroyable comme interface machine et donc quand on le met sur la tête, la VR marche très, très bien et je me dis: «Bon OK, c'est un problème réglé», à l'époque, Palmer Luckey du coup a craqué la VR, Oculus, c'est Ouais. super, Enfin, il mais fallait quand même... Moi, j'avais essayé le tout premier Oculus ouais, à Las Vegas, au CES. Il était très gros, il était lourd et il fallait une énorme machine derrière pour le faire tourner. ouais, alors et il y a toujours plein de limitations, on Eh peut oui. toujours se plaindre, hein, de ces casques, mais on sentait déjà que les problèmes étaient résolus parce qu'en fait, ce qui était incroyable avec Oculus, c'est que
Palmer a réussi à passer, un produit qui coûtait entre 10 et 20 000 € Mmh. avant que Oculus arrive, c'était ça. Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait eu des trucs il y a très longtemps, Ouais, il y a eu des hein, vagues de la VR, mais ouais, même dans ouais. les années 90, il y a eu plein de gens, même en France, qui ont fait des choses assez incroyables, voilà, donc il y a eu plusieurs vagues, mais la vague de 2015-2016, c'était vraiment Oculus et du coup, il a dit: «Bah, en fait, on va utiliser la supply chain du smartphone, Mmh. où on commence à avoir de super écrans, de super caméras et puis, bah, en fait, on va faire un casque qui coûte 600 balles». Ils ont réussi, j'ai eu ce casque dans les mains et je me suis dit: «Bon, la VR, c'est un problème résolu où il y a des gens très intelligents, bien financés qui bossent là-dessus. Mais c'est dommage quand je mets le casque sur la tête, je vois pas ce que font mes amis autour de moi, Mmh. j'ai juste envie de voir à travers le casque». Ouais. Et en fait, ça, c'est de la réalité mixte, sans le savoir. C'est comme, voilà, Voilà, parce que VR, on est complètement immergé, on voit pas ce qu'il y a autour. voilà. Réalité augmentée, on voit complètement ce qu'il y a autour et puis il y a des petites choses qui viennent en plus, je sais pas quoi, un parcours, à suivre, un Des augmentations, des itinéraire, objets virtuels, des du objets texte, virtuels. d ouais. Et ce qu'on appelle la mixed reality, la réalité mixte, bah, c'est voilà, comme son nom l'indique, un mix entre les 2 en fait. C'est un mix entre les 2 et pour moi, c'est le mix le plus puissant. Enfin, c'est la même voie que Apple aura pris aussi au final, Ouais. ce qui est une énorme validation pour, les choix de techno qu'on a fait à l'époque. Mais effectivement, la réalité mixte, voilà, c'est, heu, qui peut le plus, peut le moins. Donc tu peux faire la réalité virtuelle, tu peux faire la réalité augmentée et tu peux Mmh. faire tout ce qui est entre les 2. Donc c'est-à-dire D'accord. voir un peu ton environnement, mais être immergé par ailleurs dans le centre de ta vision et on peut mixer, un peu tout. Alors c'est pour ça que ce casque, il a et ça tu dis ce n'est que la V1 en Ça, c'est fait? la V1. C'est la V1. Tu nous as pas apporté la V2? Alors la V2, elle est, en cours de finalisation. On a quelques D'accord. protos qui peuvent pas sortir du bureau. J'ai pu la montrer à San Francisco, il y a quelques semaines Ouais. et elle sera sur le marché normalement, si tout va bien, entre cet été et la fin de l'année. D'accord et donc on voit qu'effectivement, là, quand on met ça, hein, voilà, je peux faire la démo. Si je fais ça, Ouais, en réalité, je suis pas coupé du monde. Même si je mets l'écran devant moi, bah, j'ai encore une vue latérale, ouais. de chaque côté. Alors ça, c'est C'est vraiment une approche de design industriel, et ergonomique qui a été vraiment la clé de voûte de de la vision qu'on a pour la mmh, mmh réalité mh. mixte. En fait, pour les techno immersives, le premier problème que les casques ont, c'est qu'on doit le mettre sur la tête. Et donc le Oui. fait de mettre quelque chose sur la tête, c'est très envahissant. Et même il y a un challenge social, c'est-à-dire que là, tu vois, quand tu mets le casque sur la Mmh mh. tête, on cache tes yeux. Socialement, même dans certaines cultures où, le corps de la femme est voilé, on voit encore les yeux. Ouais, c'est vrai. C'est le dernier truc qu'on voit. Donc si tu veux, nous, on va couper quelque chose de très important. On va te mettre un truc sur la tête, il faut que ça marche avec toutes les têtes humaines et Dieu sait, combien il y en a. Donc il y a un challenge ergonomique et nous, ce qu'on voulait, c'est ne pas bloquer l'utilisateur, tu sais, le bloquer dans le tunnel d'immersion. Mmh. Et cette histoire encore de voir à travers le casque et ne pas être coupé. Donc tu as la vision périphérique, donc tu peux mettre une mousse en fait qui vient s'aimanter que j'ai pas amené mais qui est dans la boîte. Mais généralement, je le montre toujours ouvert comme ça Ouvert parce comme que ça. c'est Donc là, avec la mousse, on est un peu plus immergé du tu coup, peux c'est faire de ça? la VR On complètement peut immergé, faire voilà. mais tu peux faire pas immergé, ce qui fait qu'avec ta vision périphérique, tu seras jamais malade. En fait, parce que Oui, il y a ce problème-là aussi. tu es ancré dans l'espace parce que ta vision périphérique, elle te sert à ton équilibre vestibulaire, voir, le danger qui arrive, enfin tout un tas de choses liées à l'évolution. Mais en fait, on voit très, très mal. C'est-à-dire qu'au-delà de 60°, on ne voit plus la couleur. C'est-à-dire que le système visuel humain est très performant, mais en fait, il nous trompe aussi beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que sur ta vision périphérique, on a très peu d'acuité, très peu de contraste et ça nous sert à voir, justement, bah, le danger et l'équilibre. C'est pas Enfin, précis, mais on en a besoin quoi, en c'est pas fait. précis, mais on en a besoin pour voir les prédateurs derrière nous. C'est pour ça que Mmh. quand tu gardes ta tête droite, mais que tu bouges tes yeux sur le côté, ton champ de vue augmente verticalement et ça vient chercher 20° en plus, un peu derrière toi. Le champ de Mmh. vue humain, quand tu bouges les yeux, c'est entre 200 et 220°. Donc nous, notre métier, c'est de comprendre ce que c'est qu'un œil humain, une tête humaine, et de créer l'illusion. Donc en fait, tu vois, on est un peu marchand de jouets là-dessus. C'est, bah, il faut créer une illusion, il faut un peu être magicien. Et donc, c'est comprendre le système visuel. Donc cette idée de vision périphérique, on l'a eu assez tôt. Et ce qui est assez magique, c'est que quand tu es en réalité mixte ou en réalité augmentée, donc que les caméras devant le casque t'affichent la réalité, il y a un alignement parfait avec ce que tu vois au centre à travers le casque et ta vision périphérique. Et D'accord. donc pour le prouver, si tu veux, pour montrer, cette feature où il y a, très peu de latence et à la fois un alignement géométrique parfait, on a fait des graphes, on a pris les casques des autres concurrents, mais personne lisait ça. Du coup, moi, j'ai skié avec le casque sur la tête en disant: «Voilà, regardez, on a craqué
les histoires de latence, les histoires de traitement d'image, les histoires d'alignement géométrique et de correction de la vision, et cetera. Donc ce qui est pour prouver que tu te casses pas la figure en ayant Que tu peux faire un appareil comme ça sur la tête. que tu peux faire avec ce casque, que tu feras avec aucun autre casque, parce que les casques fermés comme ça, tu vas être malade très vite, dès que tu vas prendre de la vitesse. I et ce qui est assez intéressant, tu vois, tu l'as relevé comme ça, Ouais. avec le flip-up là. Alors, le flip-up, donc ce qu'on appelle le flip-up, c'est cette espèce de charnière Voilà, là c'est qui le fait que permet de l'écran bascule vers le haut et l'écran bascule vers le haut. On peut aussi l'éloigner pour que ce soit compatible avec tes lunettes, parce que OK. ça rajoute quelques millimètres. Ça a été extrêmement compliqué, pour notre équipe mécanique et de designers industriels à faire, mais c'était extrêmement important et au final, c'est une des features les plus appréciées des développeurs parce qu'ils codent, ils peuvent relever le casque, revenir et pour certains de nos utilisateurs, c'est capital parce qu'ils vont se servir du casque pendant X minutes, le relever, revenir dans une application où le casque les aide et donc c'est extrêmement important et il y a tout un tas de choses ergonomiques, le fait que les choses soient aimantées, puissent s'enlever facilement pour les Ouais. nettoyer à la machine, voilà, il y a tout un tas de choses assez Oui, les bien petites pensées. mousses, devant et derrière. Les mousses, Et le poids est équilibré aussi entre l'avant et l'arrière, tout hein? à fait, donc il pèse 550 grammes et il y a un équilibre, parfait en fait. Quand je dis équilibre parfait, c'est-à-dire que le centre de gravité du casque sur une tête humaine moyenne, il arrive à ce niveau-là, donc juste devant l'oreille, c'est Ouais. le centre de gravité de notre tête, en fait et donc ça fait que tu peux le porter plus longtemps sur la tête sans qu'il te gêne. De la même manière, il touche pas ton visage et donc il va s'appuyer ici, mais les autres casques, ils s'appuient ici. Il s'appuie sur le front au lieu de s'appuyer sur les yeux, quoi, en Voilà fait. et donc ça vient, voilà, ça vient sur ta structure osseuse, ça vient Mmh. aussi sur le maquillage pour une certaine partie de Ouais. la population. Il y a plein de Sur choses les comme ça. lunettes, tu parlais des lunettes, Les c'est un lunettes, problème, les casques fermés avec les lunettes. tout à fait et il y a tellement de choses à prendre. En fait, c'est tellement multifactoriel que c'est forcément un compromis et donc nous, on a essayé de faire un compromis en se disant: «Bah, OK, on va essayer de faire le casque, le plus fin du monde pour certaines raisons de parallaxe avec les caméras». De mettre le paquet sur l'ergonomie puisque c'était assez facile par rapport à nos concurrents, surtout Meta qui met tout le poids à l'avant ou le Vision Pro même aujourd'hui, ce Mmh. qui est quand même assez fou. On a Ouais, quand c'est même bizarre. marqué certains points. On a fait des vagues dans l'industrie, donc avec cette V1, avec la V2, encore plus. Donc voilà, on a réussi en fait à créer, une équipe qui a ce savoir-faire de développer des casques de réalité mixte et ça n'existe pas en Europe. Il y a aucune autre société en Europe qui fait des casques comme ça, sans fil, qui se mettent sur la tête. C'est ça qui est dingue. Il y a que vous, quoi. Alors, il y a des gens qui font des casques avec des fils encore pour les gros PC, Ouais, ouais. mais c'est des casques qui coûtent plus de 10 000 €, qui sont pas du tout connus du grand public. En Europe, la seule société qui a réussi à faire un casque standalone, donc c'est-à-dire c'est l'ordinateur spatial comme, le décrit Apple. Mmh. C'est-à-dire, bah, tu as l'optique, l'optomécanique, l'électronique, l'ordinateur de bord, le CPU, le GPU, tout l'OS à prendre en compte. Tout ça, on a réussi à le faire et avec, 25 personnes, à Paris. Waouh! Et Meta, rappelle-moi combien ils sont pour refaire leur, Alors Meta, c'est assez drôle parce que Meta, ils sont, alors ça bouge, hein, parce qu'ils font des layoffs, après ils Ouais. recrutent du monde. Ils sont plusieurs milliers. Avant, je crois qu'ils étaient en dizaines de milliers. Je crois que maintenant, c'est plutôt entre 5 et 10 000 et j'ai fait un calcul, assez rigolo, j'en ai reparlé, lors de la keynote à San Francisco. Faut pas oublier que le financement de Lynx, Mmh. le financement annuel de ma boîte, c'est 4 heures chez Meta. C'est-à-dire le burn rate, donc Meta, c'est 1 milliard par mois de Ouais. pertes et donc si Au tu global ou la division, juste la XR? division AR/VR. AR/VR. C'est-à-dire que Mark Zuckerberg a fait un pari qui lui a coûté et qui lui coûte toujours aujourd'hui Ouais. 100 milliards. 100 milliards. Et on sait pas où ça va. Voilà et alors C'est dingue. on sait très bien où ça va. Nous, on sait très, très bien où ça va, et Ouais. oui, oui, Mmh. on sait ce qu'ils font avec. En fait, ils vendent à perte. Tout simplement, ils subventionnent le produit et c'est pour ça que, bah, à chaque casque vendu, ils perdent de l'argent. Donc ils vendent beaucoup de casques parce qu'il est pas cher et donc du coup, ils perdent énormément Oui, d'argent. parce ils le vendent, quelques centaines d'euros, hein, Ouais, ils le vendent 400 Quest, € et donc ils partagent énormément de composants semblables avec nous, en termes de mmh. caméra, en termes de chipset, Qualcomm, et de tout un tas d'autres produits. On sait combien ça coûte. Mmh. Oui, je garantis qu'ils perdent, plusieurs centaines d'euros pour chaque casque vendu, tout comme les Meta Ray-Ban aussi, qui sont une autre catégorie de produits Ouais. chez eux, les lunettes Ça, connectées. on va en parler, tu me diras un peu ce que tu en penses de ça, justement des lunettes. Donc en fait, vous avez craqué, le 2e step de la VR, quoi. Vous avez,
vous n'êtes pas parti de zéro, c'est pas vous qui avez inventé le casque VR, mais vous avez franchi un cap, vous avez introduit un nouveau concept, ce concept plus ouvert, et cetera. Le concept surtout de réalité mixte à l'époque, c'était HoloLens. Donc HoloLens, c'est le casque de Microsoft qui ne fait que de la réalité augmentée. Alors ils appelaient ça réalité mixte, mais bon, c'était des petits malins en marketing chez Microsoft. Et en fait, nous, on a vraiment... Et rappelons que c'était une vitre hein, qui venait c'était vraiment une vitre devant transparente les yeux. sur lequel... Transparente, un peu fumée en plus. Si Voilà, je me souviens alors bien. d'ailleurs, ne vous faites pas avoir, les produits de réalité augmentée, généralement, bloquent pas mal de lumière ambiante. C'est presque des lunettes de soleil, au final. Ouais. Donc, ils ont réussi plein de compromis, et c'est encore des produits très, très chers. Nous, on a vraiment introduit le concept de réalité mixte. C'est-à-dire qu'avant que Apple ait le Vision Pro des années plus tard, on était vraiment les premiers à dire « Non, 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 les gars, les technologies immersives, c'est la réalité mixte, ça va être avec des caméras qui sont maintenant meilleures parfois que l'œil humain sur certaines métriques, qui vont nous apporter la réalité, et on va pouvoir contrôler chaque photon, parce que les photons deviennent des pixels. Et on peut tout contrôler, et c'est ce qui est assez extraordinaire avec ce produit, et surtout quand je vois les usages que les gens en font, c'est que c'est la première fois que tout ce que tu vois est partagé avec un ordinateur. Tout ce que tu vois, le centre de ta vision. Oui, parce qu'il y a des caméras devant. Donc tu vois à travers des caméras. On voit à travers les caméras, ce qu'on appelle le pass-through, hein, qui est sur tous les casques. Mais le pass-through, c'est quoi? Le pass-through, c'est la reprojection de ce que la caméra voit sur ton œil. Voilà, elle filme dehors et elle me le montre devant les yeux. Mais entre-temps, la caméra, elle passe par un CPU, elle passe par un GPU, elle passe par un ISP. Donc on peut faire du traitement dessus, c'est là-dessus qu'on va rajouter les objets 3D, c'est là-dessus qu'une IA va te dire « Ah bah tiens, là, il y a un truc qui t'intéresse ». Et donc tu partages ta vision avec un ordinateur, et même l'ordinateur le voit avant toi, parce que ça arrive sur la caméra avant d'arriver à ton œil. Mais tu dis l'ordinateur, mais ce casque-là, il est autonome. Il est complètement autonome. Il n'est pas connecté, l'ordinateur est dedans. Je parle de l'ordinateur qui est là-dedans. Qui est là-dedans, ouais, voilà, ok. Tout à fait. Et donc cet ordinateur, donc on travaille avec Qualcomm, on utilise leur dernière puce pour travailler. Une fois de plus, on est les seuls en Europe sur ce créneau. Et on contrôle du coup toute la pipeline de l'image. Donc il faut réduire la latence, il y a tout un tas de choix qui sont différents de la pipeline classique des smartphones. Et en fait, si tu veux, d'un point de vue même philosophique, c'est voilà, cet ordinateur voit les choses avant moi et va m'aider à comprendre ce que je suis en train de faire. Et donc nos clients, qui sont des chirurgiens, des pilotes d'avion, des techniciens de la SNCF, tout ce monde un peu professionnel, va être aidé par des outils d'IA, tout le monde parle de l'IA, et en fait, la meilleure interface homme-machine pour interagir avec une IA, bah, c'est pas le texte, c'est pas la vidéo, c'est au-delà, mais il y a quoi au-delà de la vidéo? Bah, c'est l'expérience, et du coup, c'est avec ce genre de matos. D'accord. Tu as parlé des utilisateurs de ce casque aujourd'hui, justement. Alors, qui sont-ils un peu plus en détail, et pourquoi faire? Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Parce que vous n'êtes pas dans le gaming, hein, Surtout pas. Non. Et c'est pas un produit grand public en réalité. Oui, il n'est pas vendu à la Fnac ou chez Boulanger. Non. Alors justement, on fait pas le même pari que Meta. J'ai pas 100 milliards à brûler, pas encore. Et donc le pari qui a été fait, c'est de se dire où sont les usages où on peut vendre le casque sans faire de perte, avec une plus-value, parce qu'en fait, il faut qu'on existe en tant que société. Et donc, clairement, ce qui a été identifié, c'est ce que j'appelle du jeu vidéo pas sérieux. Donc, c'est en fait, quand on dit formation professionnelle, en fait, c'est un jeu vidéo sérieux. Et donc, tout ce qui est formation professionnelle dans la médecine, la défense et l'industrie, les casques de réalité mixte, c'est incroyable pour ça. Parce que tu travailles la mémoire musculaire, que tu sois un technicien ou un chirurgien, tu fais un geste qui a une valeur ajoutée. Et donc ce geste, c'est vachement mieux de le faire en vrai, de t'entraîner vraiment sur une maquette réelle ou une maquette digitale, que de regarder, comme nous on a fait, une vidéo ou dans un manuel. Mais alors attends, on s'entraîne sur une maquette, mais j'ai quoi comme image dans le casque alors? Par exemple, on a fait des choses donc avec le professeur des Nataf. Tutos, des en fait, tu as un organe virtuel devant toi, tu as un cœur virtuel, et on te dit, tiens, vas-y, va chercher la tumeur qui est là. Et donc ça, sur un cœur réel, c'est compliqué à reproduire. Sur même des cœurs de cochon, ça coûte cher. Et donc, tu as tout un tas de formations qui peuvent être accélérées. Le taux d'erreur peut être réduit. Tu peux faire plus de choses avec une augmentation virtuelle qu'avec quelque chose de réel. Tu peux passer ton doigt à travers sans que ça fasse plein d'éclaboussures. Et donc ça, en fait, ce genre d'utilisation, ça se translate assez bien dans tout un tas d'industries. Donc, former des pilotes, former des techniciens. On a fait des vols en zéro gravité avec l'Agence spatiale européenne pour former les futurs astronautes. En fait, il y a plein d'usages
que ces casques trouvent, en fait, dans la formation professionnelle et l'assistance à distance. Donc c'est des usages pro. Le casque est quand même acheté par des hobbyistes, donc c'est-à-dire des gens qui veulent, le dernier truc, qui veulent, Ouais. Ils ou peuvent développer qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme logiciel, du coup? Parce ils vont qu'il y a pas d'App utiliser Store, il y a pas il de n'y a pas de store pour le moment. En fait, la pipeline de développement, c'est la même que les vrais jeux vidéo qui sont sur les casques. Donc c'est du Unity, c'est du Unreal Engine, ouais. et donc tu as des standards, un standard qui s'appelle OpenXR, et le casque est compatible. Une de nos grosses différences aussi, c'est que tout l'OS, on le contrôle. Et ça, c'est je trouve une encore plus grande valeur que d'avoir fait le casque en lui-même, c'est de contrôler l'OS. C'est-à-dire que l'OS, on le compile nous-mêmes, on est chez nous. OK. C'est Mais assez c'est quoi excellent. comme, C'est basé sur Android. OK. Donc la partie open source d'Android qui s'appelle AOSP, Android Open Source Project. Donc en fait, c'est la base Android que tout le monde va utiliser, que tu fasses une voiture, un frigo, un smartphone. Après, Qui est open source. qui est open source. Mmh. Donc on prend cette partie open source et on va rajouter dessus nos drivers, les choses spécifiques à Lynx, à nos produits. Et par-dessus, on rajoute aussi une couche applicative qui te permet, au lieu d'avoir Android en 2D, tu as un menu en 3D, tu peux interagir avec tes mains, tu peux rappeler un menu où que tu sois dans le casque, quelle que soit l'application lancée. Tout ce runtime, en fait, tout ce fonctionnement d'OS, ça a été fait par l'équipe, par nous, en fait. Incroyable. Et ça a pris des années, mais c'est un travail titanesque, en fait. Et Ouais. l'IA nous aidait pas beaucoup à l'époque. On n'avait pas Claude, on n'avait pas Gemini. Aujourd'hui, vous codez avec Claude, vous développez Alors avec Claude? aujourd'hui, on n'a pas un ingénieur dans la boîte qui n'utilise pas les outils d'IA. Mmh. Voilà, donc c'est clair. Parle-nous un peu de la boîte justement, donc créée en 2019, vous avez bien démarré, tu avais levé 2 000 000 €, c'est ça, pour le début? On avait levé 2 millions en 2019. Après, on a Ouais. fait une levée de 3 millions, de 4 millions, pardon, en mai 2022. Depuis, on n'a pas relevé, parce qu'on a pu faire des précommandes avec un Kickstarter pour la V1 de 750 000 €. On a pu avoir des clients, avoir des projets européens, tout un tas de choses qui nous ont permis de vivre et de pas céder aux sirènes, étrangères, hein, parce que il faut imaginer que pendant 6-7 ans, toutes les boîtes que vous connaissez, toutes, Mmh. sont venues nous voir. C'est-à-dire, Ouais, les Meta, Google, tout ça, Snapchat, Microsoft, Xiaomi, ByteDance, asiatiques, américains, et donc d'accord. en fait, on s'est rendu compte, au fur et à mesure que les gens venaient nous voir, que ce qu'on faisait, c'était bien. Parce que du coup, ça attire. Du coup, moi, ça m'a permis de créer un réseau dans la Silicon Valley, qu'on se fasse un nom dans l'industrie, de négocier avec les mêmes fournisseurs que les très grands dans la supply chain américaine, Mmh. grâce à Qualcomm, grâce à tout un tas de partenaires sur place. Et ça m'a permis Donc tu es connu aux États-Unis dans Alors, tout je ce suis connu, enfin dans ce milieu-là, quoi, là? dans le milieu de la Ouais, RPR, ouais, oui, ouais. si tu me dis Lynx, oui, les gens connaissent, Mmh. et il y a un petit attachement sentimental à ce qu'on fait, parce qu'on est vraiment les gars dans un garage face à des mastodontes. Faut que tu Et c'est imagines. ça, alors c'est ça on n'arrive pas à imaginer, quoi, et c'est là où on se dit: «Mais 1, comment ils font? 2, comment ils vont faire pour la suite?» Alors, Et nos plus petits concurrents, les plus petites boîtes, c'est des boîtes en milliards. C'est-à-dire, le plus petit, c'est peut-être HTC, tu vois? Et c'est une boîte qui pèse encore 1 milliard. Et c'est Cher Wang derrière, la femme la plus riche d'Asie. Enfin, tu vois, mmh, ça, c'est les plus petits concurrents. Et les plus gros, c'est des boîtes en trillions de dollars. ouais. Et il y a nous. Et il y a nous, là, on est une anomalie, tout est hors norme dans ce qu'on fait, la taille de l'équipe, les budgets qu'on a. Et pourtant, on a là un produit sorti de l'usine sur la table qu'on a été capable de faire. Et ça, c'est une aventure extraordinaire qui nous a permis de comprendre, en fait, comment le monde tourne. Tu vois, comment les semi-conducteurs sont payés, comment on les négocie, comment ils sont produits, les caméras, les écrans, en fait, comment ça arrive dans nos vies, tout ça, tout autour de nous. Ouais. Donc ça, c'était une expérience juste extraordinaire. Ça, c'est de la folie. Il faut, enfin, tu passes ta vie, enfin, tu veux aller en Chine aussi, j'imagine. Tu vas en Chine, à Taïwan, en Corée du Sud, tu vas voir les usines, certaines usines qui sont aux Philippines, notamment pour les écrans. Tu es obligé, en fait. En fait, c'est une des parties les plus agréables de ce travail, peut-être aussi les plus dures, mais c'est de faire le tour de la planète pour chercher la meilleure batterie, le Mmh. meilleur écran, la meilleure puce. Et tu es obligé d'être très vulnérable, de rencontrer beaucoup de gens. Et ça a été une expérience géniale. Et donc, au passage, je remercie énormément Grégoire, qui est notre relais à Taïwan sur place, qui est un Français qui a bougé là-bas il y a 13 ans, et Mmh. qui a rejoint l'équipe Lynx, et qui nous a permis de sortir le casque, parce qu'il parle chinois couramment. Et donc, quand on est ensemble là-bas, c'est beaucoup plus simple. Et il se trouve aussi qu'il a une boîte de nuit, que du coup, négocier avec les gens à Taïwan, c'est beaucoup plus Ah sympa. ouais, En d'accord. fait, il y a tout un. En fait,
c'est aussi ça une équipe, voilà, c'est des gens qui se Ouais, c'est ça la rencontrent, vie d'une boîte, hein. une entreprise, voilà, Mmh. c'est des hommes qui se rencontrent, et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir une équipe absolument hors norme, tout comme enfin, à l'image du produit, en fait. On a vraiment mis énormément de boulot et d'âme là-dedans, et je pense que ça se sent. Je pense que la communauté aussi nous le rend bien, Mmh. et nous soutient énormément. Mais tu dis tous ces géants qui sont venus vous voir, c'était pourquoi? Curiosité? Il Taper y à a eu la de tout. porte? Il y a Essayer eu de vous de tout, racheter? c'était pour nous racheter, c'était pour investir, c'était pour essayer de recruter mon équipe dans mon dos, voilà, coucou Meta. Ah oui, C'était, oui, pour, pas clean ça. ah non, mais Mais il y a rien de clean. C'est business, il y a rien de clean, mmh, et plus ils sont gros, plus ils s'en foutent, hein. ouais. Donc non, non, il y a eu un peu de tout, de l'espionnage, industriel, il y en a eu. Ah ouais? Je vous donne un exemple aussi, par exemple, donc on sort la V1 qui a une optique très particulière, donc je l'ai là, voilà. Ça ressemble à un petit diamant. Et ben, en fait, tu vois, cette optique, Ouais. c'est unique. C'est-à-dire qu'on est les seuls à avoir mis ce genre d'optique dans notre casque. C'est un prisme Comment ça s'appelle? catadioptrique, enfin, c'est un truc de fou. Et au moment où on l'a développé avec une société espagnole qui est basée à Madrid et qui, au moment de la sortie du casque, cette société s'est fait racheter par Apple. Voilà. Donc j'ai dû rattraper, Pablo, le CEO, par les cheveux, avant qu'il parte à Cupertino en disant: «Ah, tu me signes, tu vois, tu me signes de quoi utiliser la lentille, pour mon casque», et donc c'est pour ça que si vous regardez entre notre V1 et notre V2, on n'a pas du tout la même lentille, on a changé d'architecture. L'architecture est meilleure, et parce que aussi, en fait, Apple, comme, ils pouvaient pas forcément, faire ce qu'ils voulaient avec nous, pour Mmh. dire les choses ainsi, et ben, ils ont acheté, un de nos suppliers. Ah c'était vraiment Ah bah, je vous le c'était garantis, contre je te vous? le garantis, parce que en fait, aujourd'hui, je C'était suis pour vous toujours en savonner la contact avec planche? eux, avec ces Espagnols. Ils Ouais. ne font rien chez Apple. Ils sont à la retraite, Waouh! et donc c'est, on vous achète, on vous parque, et c'est fini. Mais c'est quoi? Pour vous faire Pour disparaître? Non, pas pour nous faire disparaître, mais pour, Pour mettre la main sur le truc? ouais, pour essayer de déstabiliser, en fait, parce qu'eux, ils étaient en train de préparer le Vision Pro, tu vois? C'était en Mmh. 2023, le Vision Pro a été annoncé, 1 an ou 2 plus tard. Donc c'était vraiment, OK, Lynx a fait ça, il faut qu'on l'ait aussi, bon, comment D'accord. faire? Et donc tous les moyens sont permis. Donc Apple a failli vous tuer? Non, tous ont failli nous tuer, tous. Par exemple, un autre exemple, c'est, on est, en Asie, on est en train d'acheter, les caméras, donc sur un casque, en fait, il y a, là, par exemple, sur la V1, il y a 6 caméras. Ouais. Il y a aussi 6 caméras sur la V2, et donc tu as des caméras couleur pour le passe-through, Mmh. et là, tu as des caméras généralement qui sont monochromes, donc qui voient en noir et blanc, qui sont plutôt un peu comme dans les voitures pour la vision par ordinateur, pour le tracking et tout ce genre de choses. Eh bien, on était en train de négocier ces caméras, et le fabricant donc ce qu'on appelle un module maker, qui fait les caméras modules, Mmh. c'est donc ces petites caméras qu'il y a aussi dans vos smartphones, s'est fait acheter tout son stock, par Meta. En disant: «Bah, Comme voilà», par hasard. et Meta n'a rien fait des caméras. En disant: «Hop, voilà, on achète, et du coup, personne ne peut toucher». Ça leur coûte un pognon de fou, mais c'est des Mais techniques, bah, un peu c'était ça frise le marché, ça vous ça frise empêche le de marché, ça augmente les prix, et surtout, ce qui était très particulier, c'est que pendant cette période de Covid, on pourra en reparler, Mmh. mais nous, on était très, très bas dans la chaîne alimentaire. Tu vois, tu vois, on n'a aucun pouvoir de négociation, les gens nous vendaient parce qu'ils nous trouvaient sympas et parce que le projet en soi était très novateur, mais sinon, on venait pas, comme, les Américains en disant: «Bah, voilà, on vous achète 100 millions de caméras, 300 millions de puces et 500 millions d'écrans». Mmh. Donc on a dû négocier, on a dû se battre un peu comme des diables, en Asie, et ça aussi, hein, c'est une expérience, en fait, il y a très peu de personnes, en Europe, qui ont ce genre de, tu vois, de vue sur l'envers du décor, sur l'autre côté du Bien miroir. sûr. Parce qu'en fait, en Europe, plus personne ne fait de enfin, si, on l'a fait, tu vois? Il y a eu Nokia, il y a eu plein de choses, mais Ouais, il y mais a ils sont très plus peu de là. ch ils sont Plus plus, personne alors, ne fait de hardware. plus personne ne fait de hardware, à tort, je pense vraiment à tort, parce que du coup, on ne le comprend plus, on ne le respecte plus. J'ai plein de choses à dire là-dessus, Ouais. mais c'est, donc il y en a encore qui le font, hein. Par exemple, il y a qui le font d'une bonne manière. Par exemple, il y a WeThings, il y a Oui. Parrot, il y a quelques boîtes de consumer, on pourrait dire consumer, mais bon, c'est pas, forcément les mêmes segments, mais qui font, aussi ce genre de produits, et nous, on est vraiment partis de zéro. Je me souviens, on a commencé en 2019, on n'avait rien, mais rien du tout. On avait le proto que moi j'avais fait, quand j'étais, voilà, dans cette période entre les études et la vraie vie, Mmh. et j'ai commencé comme ça avec, avec cette levée de fonds, qui m'a permis de recruter 10 personnes,
J'ai eu une chance extraordinaire de tomber sur, un noyau dur au début qui était extrêmement performant avec des gars qui avaient 25 ans d'expérience dans la VR. Donc ça aussi, hein, ça joue beaucoup. Mais, ouais, c'est un parcours tellement difficile. Ouais. Enfin, mettre un produit sur la table, quel qu'il soit déjà, c'est compliqué. Un produit comme un casque de réalité mixte qui est c'est un genre de produit qui a une profondeur, en fait. C'est-à-dire que tu te penches sur chaque sous-système, la caméra, l'optique, le tracking. En fait, dès que tu mets les doigts dans la prise, il y a 3 thèses, 2 boîtes qui peuvent être montées sur le sujet. Mmh. Donc tu vois, c'est des produits très profonds et faire quelque chose que tu peux financer, que les gens ont envie d'acheter, qui est nouveau et qui a jamais Mais été vu, ça n'existe pas. ça paraît surhumain. Enfin, tel C'est, que tu le racontes, ça paraît, ah non, mais c'est c'est ouf. et les Ouais. gens, le racontent aussi dans la boîte, autour de Ça la va, tu boîte, arrives à dormir quand même? ouais, non, bah, non, 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 clairement pas. Ouais. C'est un combat de chaque instant. C'est pas Mmh. je pourrais rien faire d'autre que de créer des choses, comme ça parce qu'il y a en fait, il y a une satisfaction, tu sais, comme quand ton code tourne la première fois ou que tu vois ta première page HTML, tu dis: «Ah, c'est incroyable!» et bah, ce genre d'émotion, de la création, quand tu Mmh. poses un produit, quand tu mets le casque sur la tête, que ça s'allume, que ça marche, mais Bien tu sûr. pleures, hein, tu pleures. Ouais, Et je me souviens très, c'est très moi qui bien, l'ai fait. ouais, c'est bah, Ça, c'est alors c'est un effort de groupe et je me souviens très bien, il y avait un de mes super ingés, justement qui avait beaucoup d'expérience. C'était assez drôle, à un moment, tu vois, on est en train de finaliser la V1 et le seul truc qu'il dit c'est, «Bon ça y est, on est fiers, on peut le montrer à nos femmes?» et j'ai trouvé ça super Et mignon ouais. et en fait, c'est ça, si tu veux, c'est on crée quelque chose parce qu'en fait, on le voit utilisé par des chirurgiens, parce qu'on le voit utilisé Ah ça, c'est pour le ouais, régler des bien des sûr. vrais problèmes et ça donne, une force surhumaine. Vraiment, ça habite. Tu te lèves le matin en disant: «Bah, voilà, en fait, il y a le professeur Nataf à Bichat, qui attend son casque». Tu vois? C'est pas: Ouais, «Bon, c'est la vraie voilà, récompense, ça. c'est un casque qui va permettre d'avoir 20 de perf en plus pour jouer sur Steam». Ouais, fine, très bien, c'est aussi un énorme marché, mais tu vois, ce qui emmène une équipe, Mmh. c'est ce que les gens font avec le produit derrière et ça, c'est une satisfaction qui est incroyable, incroyable. Tu vas nous parler un petit peu du futur, mais d'abord, reparle-nous un peu du passé et notamment, tu l'as évoqué, la période covid, ça a été hyper dur. Ouais, alors c'était drôle, enfin, c'était non, c'était pas drôle, c'était horrible, en fait, on s'en souvient plus, c'était il y a 20 ans, mais le covid, c'était, en fait, on Enfin, c'est il y le a 20 ans, le covid, c'est enfin, oui, c'est psychologiquement. psychologiquement, bien Ouais. sûr. Ouais, ouais. Ceux qui nous regardent dans 20 ans, j'aurais peut-être raison à ce moment-là, mais, en fait, on a annoncé la V1, en février 2020 et Ouais, en mars 2020, c'était fini. c'est C'était, fini. voilà, rideau, tout le pays s'arrête, le monde s'arrête Mmh. et donc on avait cette V1, je me souviens et vous pouvez, si vous regardez nos images d'archives, vous voyez la V1, en fait, elle a pas du tout la même tête que ce qu'on a sorti et donc on s'est dit: «OK, le monde part en sucette, ça va prendre plus de temps que prévu. Mmh. On va en profiter pour, faire la V2». Et donc on a profité du premier confinement pour redessiner le casque, pour, faire un truc presque from scratch et quand les frontières ont commencé à se réouvrir, bah, on a vraiment, si tu veux, démarré, Parce que c'était quoi le problème? C'est que vous n'aviez plus accès aux sous-traitants, bah, on n'avait plus accès à rien, aux c'est-à-dire que composants, tout ça, tout le tout monde était à l'arrêt, tout on était s'en arrêté, oui, et souvient plus. surtout l'Asie, ouais. Voilà, mais à part du papier de toilette et encore, tu pouvais à Mmh. peine te fournir, quelque chose donc c'était très, très compliqué donc et puis nous, bah, on avait des moyens très limités, enfin, on a toujours des moyens très limités et là, si tu veux donc 1re anecdote, si vous voulez, mais au 2e non, à la 2e ou 3e vague, je sais plus combien il y en a eu, Mmh. il s'est passé un truc extraordinaire. C'était en février 2021. On a des protos, du casque. On a les premiers protos, si tu veux, montrables ou démontrables. On se dit: «OK, ça va être ça. Nous, on pense que la réalité mixte, c'est ça et qu'on va pouvoir le faire» et j'ai un ami, du coup, qui est le développeur principal de A-Frame, donc c'est un framework qui permet de faire des applis, AR/VR et qui me dit: «Écoute, j'ai été contacté par Palmer, Luckey, il aimerait, rentrer en contact avec toi. Est-ce que ça te va si je donne» Donc le créateur d'Oculus. donc le créateur d'Oculus. Le gars, le responsable du fait que moi j'ai eu un casque dans les mains, quelques années plus tôt Ouais. et je lui dis: «Bah évidemment, Diego, passe-lui mon contact» et donc rappelez-vous, on était, semi-confinés, enfin c'était encore un peu bizarre à Ouais, cette on époque. a le droit de sortir le chien, mais pas plus, quoi. Ouais, c'était un truc comme ça Mmh.
Et du coup, Palmer m'appelle. Donc pour ceux qui connaissent pas le personnage de Palmer Luckey, Palmer, aujourd'hui, c'est celui qu'on connaît comme étant le créateur d'Anduril, donc la start-up de défense américaine, qui fait, du Ouais. bruit et qui fait beaucoup de choses. Maintenant, il fait des drones de guerre, quoi, pour faire Il court. fait des Entre sous-marins, autres des drones, des des missiles, il fait plein de choses. Ouais. Il fait plein de choses à côté, Mais à c'est vrai titre que c'est un bonhomme. personnel. Moi, je l'avais rencontré à Las Vegas et C'est un personnage de c'est un film, personnage, il le ouais. sait, Mmh. et donc lui, sa première aventure, donc c'était Oculus, et il a vendu ça à 21 ans pour 3 milliards. Donc imagine, tu as 21 ans et je te dis, tiens, voilà 700 millions de dollars. Bon, voilà. Donc c'est un personnage de film. Donc Mmh. il m'appelle, Ouais. et moi, je sais pas trop à quoi m'attendre, tu vois. Je suis chez moi, voilà, j'ai le proto sur la table, et il me dit, écoute, je te suis sur Twitter, YouTube et tout, les trucs que vous faites. J'adore ce que vous faites. Comment je peux t'aider? Donc là, Cool. donc Anduril, à l'époque, Anduril, ils venaient de lever, je crois qu'ils étaient valorisés de 2 milliards. Ouais, donc lui, il était riche, mais il faisait autre chose et il Il avait était un autre peu chose. lâché l'affaire de la Il avait VR, lâché en l'affaire, fait. mais il y avait pas un deal dans la RVR qui se faisait sans lui. Il était toujours là. OK. C'était un peu, il reste une icône. Il reste un peu le dieu des nerds dans la RVR. D'accord. Et donc il me dit, écoute, comment je peux t'aider? Donc t'as un milliardaire, boum, comme ça, qui te tombe dessus. Mmh. Et je lui dis, bah écoute, c'est drôle, je suis en train de lever de l'argent, je galère, bah, je suis en France, c'est pas foufou, et puis le Covid, le machin, et cetera. Il me dit: «Écoute, je peux pas investir dans ta boîte parce que je suis CEO d'une boîte de défense américaine, du coup prendre des parts dans une société étrangère, c'est compliqué, mais j'ai envie de t'aider. Du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre l'avion. Moi, j'habite à Los Angeles, donc il habite à Newport Beach, sur une île artificielle, à côté, pas loin de là où il a grandi, mais il a gardé sa maison de quand il travaillait chez Oculus, et du Oculus. coup après chez Meta. Et cette maison, elle est dans la Silicon Valley, à Palo Alto, enfin sur les hauteurs de Palo Alto, à Woodside. Il me dit, tu prends ma maison à Woodside, la clé est sous le paillasson, voilà, il y a quelqu'un qui t'attendra. Tu prends la maison et tu prends des rendez-vous, je t'envoie des investisseurs, des gens, et comme ça tu te crées un nom, tu développes, voilà, tu fais parler de toi, et puis peut-être qu'il se passera des trucs bien. Je raccroche, et là, en fait, les frontières sont fermées. C'est le Covid, hein, rappelez-vous. Ouais. Donc je remue le ciel et la terre, mais le ciel et la terre pour essayer d'avoir un vol pour les États-Unis et de rentrer. Donc à l'époque, fallait avoir un passeport, des 2 nationalités, enfin c'était super compliqué. J'ai un T'étais pas copain, sûr de pouvoir revenir? enfin tu étais Ouais, même pas sûr de pouvoir de pouvoir. passer, Ouais, bien voilà. sûr. Et donc il y a un copain qui faisait des casques pour l'armée américaine, un copain américain, enfin j'avais déjà, des contacts là-bas, qui a une boîte qui fait des casques pour l'armée américaine. Les casques coûtent 80 000 €. Je vous laisse imaginer ce qu'ils font. Et du coup, il me fait une lettre en disant, je sous-signais machin, on a besoin de Stan Larocque pour regarder tel et tel capteur, pour le DoD, à l'époque ça s'appelait pas Department of War, hein, voilà. Il faut absolument qu'on le voit. Je vais avec cette lettre, à la douane, française, américaine, je passe, et j'avais prévenu personne parce que je m'attendais à ce que ça marche pas, que je sois pas sûr d'arriver aux États-Unis à ce moment-là. Et donc j'arrive, et j'écris à Palmer, bah voilà, c'est bon, j'ai pas, lui il avait aucune idée, enfin il s'était pas, pour lui, ouais, tu passes la douane, c'est bon, Ouais, c'est facile. Tu prends ton jet, tu viens, quoi. ouais, c'est ça, et c'était pas intellectualisé plus que ça. Donc déjà, petit parcours du combattant, et là j'arrive à l'adresse qu'il m'envoie. C'est une maison avec, 14 champs, 15 salles de bain, un terrain de tennis, les écuries, non mais le truc de fou, une énorme piscine, enfin c'était dingo, j'ai des photos de tout. C'était absolument dingue, c'était Ouais. génial. T'étais seul ou t'avais j'étais emmené des gens Non, de j'étais l'équipe? tout seul, Tout seul? et donc je suis tout seul dans cette énorme baraque. Mmh. Lui, il est, à Los Angeles, donc si tu veux, je suis un peu sous le choc, et du coup, bah, j'écris à mes copains sur place en disant: «Bah, les gars, je suis dans la baraque de Palmer». J'appelle Palmer et j'appelle son chief of staff, parce qu'à l'époque, il avait déjà un chief of staff, et Mmh. je lui dis: «Écoute, Austin, est-ce que, je peux recevoir des gens? Enfin, je suis pas à l'aise, je suis pas chez moi». Et là, il me dit: «Ah non, mais tu as pas compris, c'est ta baraque maintenant là, tu fais, il faut que tu t'en serves, parce que nous, on s'en sert pas, donc autant que ça serve à toi». Ouais. Et donc, Incroyable, et incroyable. pendant 1 mois et demi, je reste dans cette maison, et je me fais, enfin voilà, tout le monde vient, je rencontre absolument tout le monde, des Je sais icônes de la Silicon Valley, tout le monde vient voir le casque, tout le monde vient me rencontrer aussi, c'était absolument génial. Donc je remercie encore Palmer qui a Bah, contribué à ce moment-là. Après, je suis allé le voir à Los qui est-ce qui est Angeles. venu? Il y a Ah bah, il y a eu, de tout le monde, des gens, d'Apple, de Lenovo, des investisseurs. J'ai pu pitcher Founders Fund, j'ai pu pitcher les plus gros fonds de la planète. C'était absolument incroyable. Bon voilà, encore un truc, et et alors ça c'est, qu'est-ce qu'il en est ressorti et ce qu'il en alors? est sorti, c'est que, donc au bout d'1 mois et demi, je vais voir Palmer, je lui montre le casque pour de vrai, on Lui, il est pas venu discute. te voir? Il pouvait Non, pas? parce que lui,
il faisait Enduril, non, il était pas venu me voir, Mmh. il se trouve qu'il était pas venu me voir et donc on se rencontre, chez lui, donc lui donc la maison qu'il avait dans la Silicon Valley, déjà, c'était un délire. Alors la maison dans laquelle il vit vraiment à Newport Beach, là, sur, Lido Island, une île artificielle, c'est la maison du méchant de James Bond. Mais clairement, tu une partie sur l'eau, l'autre partie sur la rue. Il a acheté la maison en face et en fait, pour creuser un tunnel entre les 2 maisons et ça fait de lui le propriétaire du plus gros Waouh! stand de tir privé intérieur de Californie. Enfin bref, il a, un bateau, de fou furieux, il a, 5 hélicoptères. Enfin je t'ai dit Ouais, 21 ans, 700 ce millions de dollars. Bah voilà, là, qu'est-ce de que tu veux toute qu'il se façon, passe? tu perds un peu la tête forcément, Mais si ce n'est beaucoup. et pour autant, pas tant. Enfin, il est Non? extrêmement intelligent et donc, j'ai pas levé des fonds à ce moment-là. C'est venu, quelques mois plus tard, lors de notre deuxième levée de fonds. Ça s'est pas en fait et au final, ça s'est fait avec un seul Américain et sinon c'était avec des Européens et puis des actionnaires Ouais. historiques français que j'avais et Mais ça aurait pu être mieux, non? ça aurait pu être mieux, mais en fait, si tu veux, ce qui est compliqué avec Lynx, c'est que je suis une société française, tout est basé à Paris. Donc un Américain investit dans une boîte à Paris, sauf si tu t'appelles Mistral, hem, qui a essentiellement des actionnaires, Ouais. américains, bah, pourquoi, tu vois? Alors que je peux investir dans d'autres banques dans la Silicon Valley et enfin, c'est très compliqué, en fait, de lever des fonds. Moi, ça a toujours été, ma bête noire. Je dirais ma principale faiblesse, c'est que malgré le projet, malgré l'équipe, les débouchés, on n'a jamais eu plus de soutien que ça financier. Parce qu'en fait, le monde financier, ne suit pas aussi bien l'actualité Ouais. que, des journalistes tech, par exemple. Des donc qui se disent: «Ah OK, une boîte d'ARVR, hop, je google ARVR, quelles sont les headlines? Meta perd 1 milliard par mois». Bon, qu'est-ce qui fait que ce jeune-là, dans son garage à Paris avec, ses 3 mecs et la bande à Basile, il va réussir là où Meta, ou Magic Leap ou, Microsoft n'y arrive pas? Ouais, Et ils ont une c'était lecture difficile. très très analytique des choses mais pas beaucoup de profondeur finalement sur Ils ont pas l'histoire le de la temps. tech, sur, Ils ont pas le temps, ils ont d'autres mmh, risques à gérer, il y avait d'autres choses, il y a d'autres techs, qui se finançaient. La RVR, ça a toujours été un peu, le vilain petit canard, ouais. du financement et en fait, expliquer cette espèce de guerre asymétrique où d'un côté, tu as des financements en milliards et en fait, de montrer qu'avec quelques millions et ben, on fait un truc qui est, stupéfiant et que les gens veulent acheter et en fait, si tu veux, c'est pour ça que juste après les US, j'ai fait le Kickstarter et du coup, en discutant avec Palmer, parce que lui aussi avait commencé en faisant un Kickstarter, le Kickstarter pour moi, ça a été un outil pour montrer au monde financier que les gens voulaient notre produit Mmh. et donc, bah, pour les gens en France qui souhaiteraient un jour, financer leurs produits, faites un Kickstarter, C'est un parce bon que plan. c'est plutôt un bon plan parce que ça montre un intérêt avec un engagement et un risque qui est quand même Ouais. vachement contrôlé, tout il y a c'est un peu un espèce de contrat, tacite entre, bah, des gens qui prennent un risque et qui veulent voir de belles innovations. Ouais. Stan, mais ça va où la VR aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression quand même, je vais y aller franco, on a l'impression il y a eu une grosse vibe, il y avait eu beaucoup d'enthousiasme et cetera, mais on en parle moins, Le metaverse. ouais, voilà, le métavers a un peu bu la tasse. Est-ce qu'il y a un avenir à la réalité virtuelle vraiment? Bah, en fait, je pense pas qu'il y a un avenir à ce qu'on nous a exposé à la VR et ce que le grand public a été exposé à la VR à 99 via la méta et sa stratégie. Je Mmh. pense que ça n'a pas d'avenir et je pense que ça commence à se voir, Ouais, avec Meta qui change de direction et puis, en fait, ce sera les lunettes connectées et pas les casques et puis, en fait, l'IA aussi, c'est pas mal. Donc ça commence à coûter cher, ça commence à fatiguer les gens, ça commence à fatiguer Wall Street. En fait, ce pari-là, non, vraiment et nous, on n'a jamais fait ça. On s'est dit: «Mais c'est plus qu'utopiste». Voilà, le et quelqu'un disait à juste titre, le 1er client, enfin le seul client de Meta Reality Labs, c'est Mark Zuckerberg. Voilà. C'est, VR boy, number one, OK, très bien. mmh, Par contre, l'usage de la VR, de l'AR et de la MR dans le B2B, ça ne fait qu'exploser. Ça ne fait q En fait, si tu veux, il y a les boîtes aujourd'hui n'en sont plus à se dire: «Bon, bah, on va revoir notre volet formation, on va acheter un casque pour voir si ça pour voir, marche». ouais. Non, c'est on déploie, on n'en est plus au POC, les sociétés commencent vraiment à déployer ce genre d'outils. On voit des demandes pour, tu vois, des devis de, 1 000, 10 000, voire, les plus gros en Europe, c'est 60 000 casques, tu vois? Une société. OK. Donc en fait, ça commen mais c'est pas les volumes du consumer, tu vois? C'est pas des millions de téléphones. Mais pour un casque sur lequel tu fais, une marge brute, correcte,
il y a une vraie économie. Mmh. Je pense pas qu'il y ait de réalité d'entreprise dans ce que les GAFAM voulaient, même Apple quelque part en fait avec le Vision Pro, pour le moment, c'est pas encore Ouais. transformé. Et c'est peut-être ça qui fait que finalement une petite structure comme la vôtre, peut plus facilement trouver sa place alors? Alors oui, parce que nous, on est un peu laser focus sur, un segment où il y a de l'argent. En fait, il Mmh. y a des gens qui sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir un casque un peu mieux, qui leur apporte de la valeur dans leur boulot. Donc si tu veux, il y a pas de question sur, l'acheter à la Fnac, avec des tarifs, délirants. Nous, si tu veux, ce qu'on voit dans la VR, c'est il y a jamais eu autant de casques vendus. C'est-à-dire si tu regardes, les Ah ouais? casques, bah, ouais, il y a 10 ans, il y avait pas de casque VR. Il y en avait pas. Ouais. Là, aujourd'hui, il y en a des dizaines de millions dans la nature. Il y en a et si tu veux, le Quest 2 a été plus vendu que, certaines consoles, dont la Xbox. Enfin, donc est-ce que c'est un échec pour autant? Je sais pas. Je pense que ça a nourri, l'imaginaire de toute une génération d'adolescents qui sont en train de devenir adultes, en fait, qui ont Mmh. connu ces casques VR, bah, pendant la pandémie et puis un peu après. Donc je pense qu'il va y avoir d'autres vagues qui vont venir, avec le matériel aussi Mmh. qui s'améliore. En fait, qui suit le développement des smartphones et donc, bah, on a toujours des puces meilleures, on a des caméras incroyables qui voient mieux que l'œil humain sur certaines choses Ouais. et ça me laisse très optimiste quand même sur le marché. Mais du coup, les lunettes connectées dont Ouais. on parle, toi, ça t'intéresse pas? Alors bien sûr que si, ça m'intéresse. Ça m'intéresse énormément parce que ça fait en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le champ, c'est le spectre, ce qu'on appelle le continuum, AR/VR. Donc c'est, tout ce qui va de l'AR jusqu'à la VR. Tu peux dire que c'est la réalité mixte de manière générale. Mais les lunettes, ça nous intéresse beaucoup et moi, je suis de très près l'optique dans ce domaine, donc tout ce qui est guide d'onde, tout ce qui est optique, réfractive, réflective. On regarde tout ce qui fait, on achète tout ce qui passe, tout ce qui peut passer entre nos mains. On n'en fait pas aujourd'hui chez Lynx. Avec Lynx, par contre, c'est pas impossible qu'à l'avenir, mon équipe, travaille sur ce genre de sujet. D'accord, ça les brancherait? Ça les brancherait et puis, là, on est à un moment très particulier dans la vie de la boîte où on est en train de s'adosser avec un industriel. Voilà. OK. Et donc qui, permettrait d'avoir les moyens de travailler sur des casques, sur des lunettes, voilà, tout en respectant, la souveraineté, tout en respectant, les valeurs de Lynx, en fait, qui fait que ce pourquoi j'ai créé la boîte et que je suis pas allé travailler chez Apple ou chez Meta, Dieu m'en garde. C'est justement, voilà, moi je l'ai dit, si tu veux, ma dernière slide à San Francisco, si vous voulez regarder ma keynote, sur notre chaîne YouTube, c'est une photo de Kill Bill, tu sais, avec tous ses ennemis là, Mmh. dans une des scènes finales, en disant: «On ne peut plus le faire tout seul». Voilà, c'est cool, on a levé 4 millions, on a fait un produit, on a une V2, on sait exactement où le marché va, on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas, mais maintenant il faut que soit on s'adosse à un gros industriel, soit qu'on lève des fonds de manière, titanesque Mmh. et donc on est un peu dans ce point d'inflexion-là. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est intéressant de t'entendre précisément, parler de tout ça à ce moment-là. Et justement, alors, bon, dans cette émission, il y a aussi un volet, sur lequel j'aimerais t'entendre. On va prendre un peu de recul. C'est un peu la 2e partie. Qu'est-ce que c'est que pour toi la vision de l'innovation? Enfin, l'innovation, c'est quoi pour toi? L'innovation technologique, innover, c'est quoi? Innover, c'est quoi? Innover pour moi, c'est inventer, tu vois? Inventer vraiment, heu, moi, enfin même, Tu l'as tu veux dit, toi, tu as amener ce une rupture, besoin de ça, hein, tu vois? Déranger. C'est Mmh. déranger. Innover, c'est déranger parce que tu vas inventer, mais pas pour rien, c'est une invention qui trouve son usage. Voilà, l'innovation, c'est une invention qui trouve son usage et donc du coup, tu déranges, tu bouscules, tu es, le gars qui énerve, et ça j'adore, j'adore. Ouais. Surtout déranger les très gros de ce monde, les GAFAM, ça a Finalement, que été Meta ou Apple te fassent des sales coups, c'est la preuve que tu existes, tu sais, c'est comme que dans tu le es jeu bon, vidéo, quoi. tant que tu as des ennemis, devant toi, c'est que tu vas dans le bon chemin et c'est exactement ça Ouais. et donc ça, il y a une certaine satisfaction, en fait, c'est, je sais plus qui disait, tu vois, l'honneur d'être une cible. Tu vois? Ça, il faut jamais refuser l'honneur d'être une cible. Bah, ça, c'est exactement dans le business, il faut garder ça en tête, Ouais. et il faut aussi trouver la force pour continuer d'avancer. Donc c'est avoir, bah, les bons investisseurs, la bonne équipe, être bien entouré et ça Et se fait ouais. pas tout seul, hein, bien sûr. Alors voilà, justement, quelle qualité il faut pour innover? Et puis alors j'ai regarde, si je prends ces 2 modèles là, incontournables, toi, tu serais plutôt, Steve Jobs ou Elon Musk? Waouh, alors c'est, je pense qu'il faut un ego démesuré pour répondre à la question, telle que tu l'attends peut-être. Là, je dois vraiment choisir l'un ou l'autre?
Ah, c'est comme tu le sens? Non, non, Écoute, qu'est-ce que ça t'inspire, on va dire? alors c'est tous les 2 des gens très inspirants, peut-être Elon Musk un peu moins sur certains sujets. Non, clairement, Steve Jobs, c'est incroyable. Je pense qu'il nous moi, j'ai eu la chance, si tu veux, de commencer ma vie adulte quand il était encore là Mmh. et d'avoir été inspiré par, les keynotes de l'iPhone 4, je crois, c'est le dernier, qu'il a fait, ou le 4S, le MacBook Ouais, Air qui sort de l'enveloppe, en fait, c'est ce qui est assez, incroyable, c'est de justement présenter une innovation, de la manière la plus humaine et la plus simple possible. C'est quelque chose où je pense personne d'autre n'arrive à son niveau, et qui bien sûr, me fait rêver et m'inspire encore, mmh. Et alors, avant, cette époque-là, il y avait, les débuts d'Apple qui étaient déjà une histoire incroyable. Toi, tu serais plutôt Steve Jobs ou Steve Wozniak? Je pense que j'ai plus de Steve Wozniak en moi parce que je suis un énorme nerd en fait, il faut voilà, Ouais, mais j'ai l'impression que tu es aussi quand même un manager, un leader, oui, en fait, tu obligé, hein? tu le deviens parce que tu vois, je monte sur scène, je mets mon nom devant le truc, enfin, Ouais. tu vois, c'est oui, il faut savoir faire ça, c'est aussi un plaisir. Enfin, Mmh. tu peux pas forcer quelqu'un à le faire, donc c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Essayer de transmettre en fait, essayer de transmettre en disant: «Bah, voilà, c'est notre travail, on a fait ça pendant 2 ans, j'espère que ça va vous servir à ci, ça». Mais pour autant, je suis un énorme geek, je passe 20% de mon temps à lire ce qui se fait, en programmation, en hardware, je passe beaucoup de temps à lire, même encore des Et tu thèses. arrives à faire les 2 vraiment? Parce que, Bien sûr que non, bien sûr que si tu veux, j'ai pas assez de temps dans une journée, heu quand on dirige une boîte finalement, est-ce on risque pas au bout d'un moment de se retrouver, plus souvent à faire, des RH, du social, ouais, des embauches que, à développer des produits? des licenciements, Des des ouais, non, licenciements, ouais. ouais, ça, c'est la partie dure, en fait, en fait, il y a pas de vraie formation, même je Mmh. pense, dans Ça, les tu écoles de l'avais commerce, pas. tu l'as pas, c'est du terrain. Moi, je suis très heureux d'avoir eu la chance, à 23 ans, d'avoir commencé, à manier ce genre de sujet, Mmh mh. à gérer une boîte, en fait. Heu, Mais ça s'apprend pas en école Ça d'ingé? s'apprend pas, ça se transmet pas, tu peux avoir les meilleurs actionnaires du monde, qui peut-être ont tout le temps raison, mais tant que tu as pas touché du doigt toi-même et que tu t'es pas pris, un fou furieux qu'il faut absolument licencier, et bah, tu sais pas. Tu penses que le monde il est gentil et non, en fait, tu te rends compte Ça, que, tu l'as bah, vécu? on Ouais. a vécu, absolument tout. Donc j'ai un super directeur général, et tous les 2 on a vu, voilà, des cas RH, on a vu des partenariats, qui partent en sucette, on a géré un partenariat avec Google en millions de dollars, qui a fini presque en sang. On a tout vu. On a vraiment Ah ouais? tout vu et aussi ça, voilà, donc ça durcit le cuir, tu vois? Là, Ouais, ouais, c'est ça qui c'est fait l'expérience, ouais, ouais. ouais, et encore une fois, tu vois, pour parler avec d'autres entrepreneurs en France, il y en a pas tellement, en fait, qui se frottent, à tout ça parce que, tu vois, Lynx, en fait, Bah, ça a tu parlais de duré, WeSing, c'est 7 ans. intéressant parce que WeSing, et je le sais pour avoir, Bah, rencontré Eric, oui, souvent clairement, Éric Carrel, voilà, lui, il a vécu ouais, un peu tout ça, les hauts, les bas, et cetera, exactement, donc ouais, des très hauts, des très bas, ouais. et en fait, moi, si tu veux, le parallèle que je pourrais faire, pour décrire un peu, ce genre de vie, c'est, bah, tu vois, quand en fonction de la personne que tu veux devenir, tu vas choisir, carrière vie professionnelle, et c'est une sinusoïdale. Mmh. Tu vois? Et donc par exemple Eric, c'est, bah, des hauts à 300 millions, des bas aussi à 300 millions, des stress pas possible. Moi, c'est pareil, négocier avec Google, est-ce que ça va le faire? Et puis en fait, au bout d'un an, on s'écharpe et c'est horrible. Des levées de fonds qui se font pas, des escrocs qui viennent te voir. Enfin, c'est une sinusoïdale, assez incroyable, et après, tu peux avoir d'autres carrières où en fait, tu as une sinusoïdale plus tranquille, Ouais. d'autres types de carrières, tu vois? Heu, je vais pas donner d'exemple parce que je veux que personne se sente diminué dans sa sinusoïdale parce que chacun vit ses combats, à l'intérieur de soi. Mais voilà, moi j'ai une si je vis une sinusoïdale, enfin, quel que soit ce que je vais faire après, je pense que je vais me faire chier. Et on se le dit, tu vois, mon équipe, on se dit tous: «Oh là là, mais» tu vois, avec ce qu'on Ouais. voit au Ouais, bureau, mais parce que l'histoire est pas finie là, elle l'histoire est pas finie, continue. et d'ailleurs, voilà, Mmh. dans quelques mois, il se passera, peut-être quelque chose, comme j'ai dit, avec un industriel. Ouais. Mais on se dit avec mon équipe, parce que c'est une série Netflix vraiment tous les jours, enfin il y a vraiment des saisons, hein, et l'équipe se dit: «Mais qu'est-ce qu'on va», même des gens qui ont, comme je t'ai dit, 55 ans et plus, me disent: «Lynx, c'est mon meilleur job».
Et tu vois, ça me touche, moi, parce que moi, c'est mon C'est premier cool, job ça. et c'est mon seul job. Ouais. Et donc, tu vois, quand on arrive à des gars qui sont passés par Thales, plusieurs startups, etc., qui disent Lynx, c'est ma meilleure expérience professionnelle, ça, tu vois, Et ça ouais. fait quelque chose aussi. Donc, tu vois, c'est un peu Bah, c'est cette, ça, une entreprise, il faut qu'il y ait une dynamique positive, sinon ouais, c'est bah, c'est, tu sais, c'est on parle de venture capital et tout, mmh, et il y a un gars très sage qui m'a dit, tu sais, non, mais le venture capital, c'est bien, mais au final, c'est plutôt de l'aventure. Et il a changé le truc en disant, c'est l'aventure, c'est capital, tu vois, par rapport au ouais, venture capital. Donc, faut pas, tu vois, trop se focaliser sur les chiffres, être perdu dans ces trucs-là. mmh. C'est les gens autour de nous. Parce en fait, une entreprise, c'est un groupe de personnes. Et voilà, Et c'est moi, je là-dessus que pense, parient les investisseurs, bien souvent. Sur les gens, ouais, au presque final, plus que sur les technos, non? en fait, l'asset intangible d'une boîte, c'est l'équipe, c'est ce qu'il y a c'est le Ouais. jus de cerveau. Enfin, en tout cas, dans une boîte comme Lynx. Après, si vous faites des petits pois chez Carrefour, bon, c'est peut-être différent, mais dans une société de technologie, c'est, l'asset premier, ça reste l'équipe, quel que soit le chiffre que tu Du coup, tu as fais. des gens qui étaient là depuis le début? C'est comment? Ça a J'ai beaucoup des gens tourné ou On a eu très peu de turnover Mmh. pendant, tu vois, pendant 5 ans, personne n'est parti. Et puis après, bah, en 5 ans, les gens divorcent, les gens meurent, les gens, tu vois, il se passe la vie, quoi. Et donc on a eu très peu de turnover, ouais, je dirais qu'au total, tu vois, sur 30 personnes, 35 personnes au total, j'en ai 5-6 qui sont partis. Ouais. Mais tu vois, il y a des gens la majorité, en fait, sont là depuis le début. Et ça aussi, c'est un gros signal, tu vois? Mmh. C'est parce que c'est des gens tous très brillants qui pourraient, bah, tout à fait aller chez Meta. Enfin, ils ont eu des offres, tu vois, auprès de tous les GAFAM, Mmh. et pourtant ils sont là, ils y sont restés, donc tu vois, la mission aussi dans une boîte, c'est enfin, pourquoi tu te lèves le matin, et quel genre de personne tu veux devenir, c'est capital. Enfin, voilà, faut pas s'oublier, hein. Donc faire du hardware en France et Ne le innover faites pas, ap ne le ouais, faites pas. Voilà, c'est ne le faites premier pas conseil que je vous donne. Après, je donne vous d'autres conseils, mais ne le faites pas, vous allez souffrir, quoi. Mais ah non, faites-le quand même, mais c'est un puisque c'est métier de chien, possible. c'est un métier Ouais. de chien. C'est horrible. Et faire tout ça à Paris, finalement, c'est enfin, je dis à Paris, oui, en France, mais à Paris qui est pas, la place, d'innovation technologique la plus fameuse du monde. Il y a plein de choses intéressantes, hein, mais donc c'est faisable aussi, c'est C'est faisable. faisable, il y a des gens, bah, on parlait de WeThings, on Mmh mh. parlait, de Parrot, il y a Lynx, il y a d'autres boîtes, peut-être, Ouais, c'est vrai. et ça existe, mais il faut des moyens, et il faut une hargne incroyable. Il faut être un peu foufou, hein, quand même, hein, je me cache pas, voilà, je le dis. Tu as pas Heu, l'air, hein? non, Tu mais as en tu as fait, tu as l'air, droit dans tes bottes bah, et sur la durée, les gens te le diront, en fait, «Non, mais ouais, lui, il est fou, il lâche pas», ça c'est d'accord, OK. le donc non, non, il faut être un peu ravagé quand même, Ouais. dans le bon sens du terme, mais voilà, moi je lâche pas, je pense qu'on a aussi plein de choses à faire dans l'existence, donc voilà, Lynx va prendre une nouvelle dimension, cette année. L'équipe, pareil, en fait, il y a un film que je recommande qui s'appelle General Magic. Est-ce que tu l'as vu? Oui, oui, Ah, qui est incroyable, incroyable. Un incroyable. documentaire qui raconte l'histoire de cette boîte californienne qui avait inventé l'iPad avant l'iPad Ouais, en c'est ça. réalité. Et du coup, bah, tu vois, Mmh. une des dernières personnes qui est partie de chez Lynx, elle est chez Apple aujourd'hui. Et je Ouais. me dis: «Mais quelle que soit la trajectoire de la boîte, en fait, ce qui en sort, c'est, tu vois, c'est le savoir, l'expérience qu'on se fige quelque part, et qu'on cristallise à travers, tout ça, et du coup, je suis autant excité pour la suite que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Avant qu'on se quitte, quelques petites questions, mon petit questionnaire de ce programme. Alors, une décision dont tu es le plus fier? Une décision dont je suis le plus fier, en fait, en 2024, en septembre 2024, on signe un très gros contrat, donc avec Google, de plusieurs millions, où Google voulait que notre prochain casque soit compatible avec Android XR. Et Android XR, c'est le système d'exploitation XR, comme ils ont Ouais. Android Auto, comme ils ont, tu Qu'ils sont en vois, train de mettre dans le casque qu'ils font avec Samsung d'ailleurs. qui est dans le Galaxy XR avec Samsung, qui Ouais. va être dans d'autres produits que vous verrez, mi-2027 notamment. Et ils nous ont dit: «Bah, voilà, on voudrait que votre casque soit, compatible, Android XR». Et donc c'était génial, les actionnaires sont contents, tout le monde est content, mais l'équipe software, ils ont un peu chaud, tu vois? Ils se disent: «Attends, si Google Parce amène qu'Android l'OS». XR, c'est pas Android, parce que toi tu parlais d'Android. En fait, C'est c'est Android, c'est la même base que nous, OK, mais avec la surcouche Google, le Play d'accord, Store, les API, Google qui fait tout pour toi en disant: OK. «Toi, tu fais des casques super bien, des smartphones très bien, regarde, on a un OS pour toi, tu n'as rien à faire». Ouais, OK, Et ben, en fait, tu finis par faire un casque Google, bien sûr. grosso modo. Et ça, c'est leur technique, ça a très bien marché avec les téléphones.
Et une de mes décisions, ça a été de me retourner vers ma team software en disant: «Les gars, vous ne bougez pas, vous ne» parce qu'en fait, j'aurais pu virer toute ma team software et dire: «Bah, non, maintenant j'ai Android XR, qu'est-ce qu'on s'emmerderait en fait à continuer à faire du software et puis je vends un casque pareil», enfin et j'ai Google derrière moi. Et j'ai dit à ma team software: «En parallèle, donc on bosse avec Google sur Android XR et en parallèle, on continue cet OS souverain et ce stack, au-dessus de AOSP, d'Android open source». Parce qu'on a quand même des clients dans la défense, dans le médical et peut-être que le jour d'après, Google, voilà, ils ont l'habitude d'abandonner des projets aussi. Il faut qu'on maintienne ce savoir-faire et cet asset et ça, c'est Ah aujourd'hui ce ouais. qui fait une des grosses valeurs de Lynx, c'est tout le code en fait, qui a continué, qu'on a pu faire. Donc, je suis très content de pas Ouais, avoir, de pas m'être endormi sur Google, tu vois? c'est une décision qui allait dans le sens de la Ouais. souveraineté numérique, avant qu'on en parle autant qu'aujourd'hui, quoi. Oui, 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 après bon, souveraineté, on en parle, mais est-ce que ça existe vraiment? C'est un autre débat, voilà, mais Non, ça n'existe pas à 100 mais c'est comme, on tend vers la souveraineté. ouais, Comme on on tend vers le bonheur, on tend vers la souveraineté. ouais, on essaie, hein, on essaie tous. Le conseil que tu au enfin non, ça c'est, donc la décision dont tu es le plus fier et est-ce qu'il y a une décision, à l'inverse, que tu regrettes particulièrement? Des décisions que je regrette, oui, oui, bien sûr. Hem, la décision que je regrette le plus, je pense que c'est, d'avoir, de pas avoir assez travaillé, sur moi-même, pour, pour avoir, le succès qu'on aurait aimé avoir avec le monde, financier. Donc le monde du venture capital ou du private equity. En fait, on a si tu veux, on incarne bien ce qu'on fait chez Lynx. Je pense qu'on a su le transmettre à notre industrie, à nos clients. C'est une marque aujourd'hui qui a une résonance, mondiale dans le secteur et pour autant, j'ai pas su, jouer au jeu, avec, les codes, du venture capital et donc C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait et bah, fallu? c'est-à-dire, peut-être que je pitchais pas assez bien, peut-être que j'incarnais pas assez bien le sujet, j'avais pas les codes, j'ai pas forcément non plus le réseau, donc ça a touj donc tu vois, par exemple, aujourd'hui, les investisseurs dans Lynx, je n'ai pas de fonds. J'ai pas Mmh. de fonds d'investissement. Ce sont des gens, Mmh. bah, que j'ai convaincus au fur et à mesure de l'aventure et donc bah, dans ces gens-là, il y a, des financiers, des anciens capitaines d'industrie, il y a, des gens très connus, donc je dirai pas leur nom, Mmh. qui ont vu mon truc, sont tombés amoureux du produit en disant: «Mais c'est extraordinaire, il faut absolument que ça marche» et pour autant les fonds d'investissement, j'ai toujours eu des noms et j'ai eu toutes les raisons possibles et inimaginables et donc ça je me suis beaucoup remis en question en disant: «Mais qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à passer, des choses où, par ailleurs, tu as des sociétés et tu te demandes comment elles ont réussi à lever des fonds?» Donc ça, c'est peut-être quelque chose que je regrette et qui sera peut-être différent dans une prochaine aventure, en fait. Le conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu avais 25 ans ou quand tu tu as quel âge? Non, J'ai 31 ans là. ouais, Ouais. ouais. Bon, enfin, quand tu as démarré, quoi. Quand j'ai démarré, ah là là, c'est difficile. Le conseil que j'aurais aimé avoir, en fait, j'aurais aimé avoir du conseil enfin, j'ai perdu du temps sur certaines choses, notamment par rapport au monde financier où je suis Mmh. allé pitcher des gens, ça n'avait pas d'intérêt. Tu le sais jamais vraiment, mais c'est peut-être des conseils sur, pour aller plus vite dans le développement d'une société. Donc comme je l'ai fait une première fois, maintenant je saurais faire. Ouais, si tu devais le refaire aujourd'hui, Ah bah, j'aurais peut-être pas fait Lynx, en 6-7 ans, je l'aurais fait en 2-3 ans, tu vois? Et donc, voilà, il y a des jeunes aujourd'hui qui me contactent, «Bah, je veux monter ma boîte, comment vous avez fait monsieur, avec votre casque et machin?» Et donc, mon deuxième métier, c'est d'aider des jeunes à pas faire les mêmes erreurs que moi. ouais, mais tu es déjà dans le step d'après, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Un jour ou l'autre, tu seras ce mentor-là, dont des plus jeunes auront besoin. Alors j'ai eu la chance d'en avoir, des mentors incroyables, Ouais, que j'ai qui encore. ça? Bah, par Non. exemple, Bernard Kress, qui est un Français qui bosse aujourd'hui chez Google, qui a bossé chez Microsoft et qui était le président du SPIE, donc c'est le Society for Photonics, et je sais plus quoi, les ingénieurs optiques dans le monde. C'est un peu le je sais pas, le Karl Lagerfeld de l'optique. Bon, il est vivant, et Bernard, lui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, comme il aide beaucoup d'autres jeunes et en fait, c'est des gens tu as cette espèce de classe, dans certaines industries d'hommes ou femmes qui, arrivés 55 ans, sont arrivés au sommet de leur profession, gagnent des fortunes colossales
regardent autour d'eux et se disent: «OK, bah, maintenant comment je Comment je transmets? Comment transmets, je ouais. mets la main sur l'épaule d'un jeune en disant: "Bah, tu sais quoi? Je vais te montrer, Mmh. et ça, bah, j'espère arriver, à ce moment-là aussi, dans ma vie. Ce serait un indicateur de succès clairement. Mais j'en ai eu, donc il y a eu Bernard, il y en a eu d'autres, que j'ai aussi en actionnaire, bon et puis même dans certains membres de mon équipe, c'est des ingénieurs avec qui j'ai beaucoup appris au Ouais. final. Mmh. Voilà. Heu, En dehors de Lynx, quelle est l'innovation qui te fascine le plus aujourd'hui? L'innovation qui me fascine le plus, je pense que c'est, heu, clairement c'est les Starlink. Ah oui? Starlink, ça m'a D'accord. mis par terre. En fait, j'ai installé Starlink il y a 2-3 ans, chez mes parents, parce que j'ai vécu tout mon lycée avec, une connexion. On était au bout du cuivre, dans la campagne et heu et j'ai vécu mon lycée avec 1 méga, par seconde. Donc si tu veux, chaque téléchargement, c'était une crise d'angoisse. Voilà, il fallait que rien ne bouge et j'ai eu un peu ma vengeance de ça en installant chez mes parents. Donc je leur ai fait un setup de fou où ils ont, Starlink et sur le mât, une antenne 5G et je mixe les 2. Enfin, les 2 culs, ils ont Ouais, l'équivalent de la fibre et en fait, Starlink, c'est phénoménal comme c'est innovation. incroyable. En fait, c'est un ensemble d'innovations complètement fou, hyper bien exécuté, et on revient donc, à tes bouquins, à Elon Eh Musk. oui. On peut dire énormément de choses sur lui, sur, le personnage, sur sa gestion de ses entreprises. Le volet Starlink, c'est un Mmh. coup de maître. C'est Ouais, les autres aussi, c'est pas mal quand même, Non, hein. mais les autres aussi, SpaceX, alors Tesla, la voiture bon, électrique de base, à travers Tesla, SpaceX, et ce qui est qui va être étonnant, c'est la valorisé. cohérence entre tout ça, en réalité. Tout ça, c'est des briques dans son plan, machiavélique de Bah, quand tu parles avec des ingés qui bossent avec lui, pour en connaître certains, mmh, en fait, ça c'est doit la pas être même boîte. ouais, En ça fait, c'est SpaceX, Tesla, voilà, c'est ça. tu chez Musk, Ouais. tu chez Elon Musk Mmh mh. et pour lui, il voit à travers une seule entité. Tu vois, c'est une extension un peu, comme, tu vois, tu as beaucoup d'entreprises, intuitives, personnées. Donc là, Mmh. pour le cas de ces entreprises, Elon Musk, clairement, c'est le cas. Et ouais, Starlink, c'est, bah, l'Ukraine en dépend entièrement, Mmh. en plus de mes parents, mais c'est génial Dans les parce que avions aujourd'hui, on a dans 300 les mégas dans avions les avions, en et tu vois, plein vol, sur tout le vol. tu Enfin, te dis c'est complètement dingue. là où l'homme veut amener, le réseau, l'eau Ouais, potable, ouais, ouais. il le fait et tu vois? Et la manière dont c'est fait, l'élégance du système, la complexité technique, je trouve ça phénoménal. Ouais. Voilà, ceux qui ont pas encore testé Starlink, ceux qui ont peut-être des parents ou des grands-parents en zone rurale, c'est phénoménal. Bah, c'est-à-dire qu'on va vers Starlink quand on a un problème, pour résoudre un problème, quoi, celui de la Ouais. connectivité et du débit. Bon, où tu te vois dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, toi et Lynx? Alors la vraie réponse, c'est que j'en ai aucune idée. Ça part vraiment dans toutes les directions. Hem, j'en ai absolument aucune idée, mais je suis très, très excité, pour les 5 prochaines années parce qu'en fait, on se rend compte qu'on arrive à, un espèce de plateau où voilà, on a livré ces Mmh. casques, on a montré que c'était possible. En fait, juste le fait de montrer que c'était possible, si tu veux, moi, j'ai déjà gagné. Parce que quand on parle de Lynx, dans la presse internationale ou même en France parfois, hem, dans la même phrase, on dit: «Oui, Lynx, qui comme Apple a fait un casque de réalité». Quand dans la même phrase, on met ta boîte et Apple, Google, Meta, Tout va juste avant bien. même de voir le produit, tu as gagné. Ouais. Et ça énerve beaucoup en face et j'adore. Voilà et donc j'ai envie que ça continue, tu vois? J'ai envie de continuer moi dans ma vie à faire des choses comme ça, qui viennent un peu, mettre des culbutes à ce qui peut être admis comme: «Mais non, mais ça coûte 100 milliards de toute façon et puis, il y a que Google qui peut faire ça». Non, non, non les gars, en fait, toutes ces boîtes, elles ont aussi commencé pareil avec 10 mecs dans un garage. En fait, c'est, garder cette énergie, garder cette force, ouais, ouais, voilà, j'espère, pouvoir conserver tout ça et continuer. Merci Stan Larocque. Lynx Mixed Reality et longue vie à Lynx, elle voit. Merci Jérôme.